direct aujourd'hui sur cet événement pour vous, le Terre Libre. On attend avec vous l'interview TATS et la première. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le journal, édition de 20h, voici les titres. Sénégal, États-Unis, 55 ans de coopération, 1160 milliards d'aides accordées à travers l'USAID depuis 1961. Un partenariat qui se bonifie encore avec des défis à relever dans plusieurs secteurs clés, santé, éducation, économie, démocratie et bonne gouvernance. Le point sur ce qui a été fait en 2015 dans ce journal. Tabaski, Ziguinchor a besoin de 30 000 moutons. Le comité régional de développement s'est réuni autour de cet objectif. Et puis ce soir, nous allons découvrir deux grands espaces pour l'élevage. Le foirail de Diamoguène, ou le plus grand marché à bestiaux de Dakar, et celui de Birkilane, l'un des plus grands de la sous-région. Des masques traditionnels africains dans ce journal, au-delà de leur côté artistique, ils cachent bien des secrets et des croyances entre tradition et spiritualité, un art ancestral dont nous parle la rubrique au cœur de nos cultures. Bienvenue à tous, Madame, Monsieur, bonsoir. L'Ouganda sollicite le soutien du Sénégal à l'élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le chef de l'État a reçu ce matin l'envoyé spécial du président Yoweri Museveni qui porte la candidature de son ministre des Affaires étrangères. Kampala compte sur le leadership du président Macky Sall. Fred Omak, envoyé spécial du président ougandais, est au micro d'Oumarning. Je suis ici au Sénégal pour rencontrer Monsieur le Président de la République au nom, en tant qu'envoyé spécial de Monsieur le Président de la République d'Ouganda, son Excellence Monsieur Yoweri Museveni, dans le cadre de la promotion de la candidature de Madame le ministre des Affaires étrangères actuelle de l'Ouganda, qui est une candidate que nous considérons comme la meilleure pour l'Afrique et pour laquelle nous sollicitons le soutien du Sénégal et de son Excellence Monsieur le Président Sall. Nous comptons effectivement sur les excellentes relations qu'il y a entre les peuples sénégalais et ougandais, ainsi qu'entre les dirigeants des deux pays. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural effectue une tournée de suivi des opérations de distribution des intrants dans le bassin arachidier. Première étape, Kaffrine, capitale du Ndoukoumane. Sur place, il a constaté que tous les facteurs de production sont disponibles avant même l'arrivée des pluies dites utiles. Les détails avec Penamboa. La présente campagne agricole suit son cours normal, ce depuis son installation le 15 mai dernier jusqu'au démarrage des sessions le 25 mai. À ce jour, dans le bassin arachidier, précisément à Kaffrine, presque toutes les semences ont été distribuées avec une qualité jamais égalée selon les acteurs. Les sessions avoisinent les 70 voire 90%. Les engrais sont aussi disponibles avant même les premières pluies dites utiles. Vraiment, c'est la première ici à Ndioni. La population de Ndioni vraiment salue l'acte du gouvernement. Vraiment, ils sont très contents d'avoir reçu les intrants à temps. Vraiment, c'est à saluer. Ils sont très contents. Arrivé avant même les pluies. Très bien. L'engrais est arrivé avant même le pluie. Donc les populations gagnent leur activité à temps. Nous vous félicitons également et témoignons de vos compétences qui font que vous avez initié cette tournée, parce que d'habitude, on avait l'habitude de recevoir le ministre de l'Agriculture en fin de campagne. Donc, distribution des campagnes, top le ministre est là, c'est une fierté et nous nous y encourageons.
L'autre élément, c'est par rapport aux opérateurs économiques. D'habitude, en cette période, il y avait des difficultés par rapport à la distribution des semences. Mais à ce jour, nous n'avons noté aucune difficulté relative à la distribution. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural s'est rendu dans différents points de collecte dans le Ndoukoumane pour faire l'état des lieux. Lorsque les choses sont urgentes, comme disait l'autre, c'est que c'est trop tard, c'est presque raté. Oui, les facteurs de production sont en place, mais lorsqu'ils sont en place, il est aussi important de dire quelle est leur qualité. Partout où nous sommes passés, on n'a pas constaté une seule fois des récriminations concernant la qualité des semences. Occasion saisie par la tutelle pour revenir sur les options prises par le gouvernement quant à la bonne gestion des facteurs de production, gage d'une agriculture durable et compétitive. Ce que nous voulons, c'est inscrire l'agriculture sénégalaise dans une dynamique d'excellence, de transparence, d'équité, une obligation de rendre compte, une obligation de résultat. Cela signifie un changement des attitudes et des comportements qui sont calibrés sur ces critères fondamentaux. Après la capitale du Ndoukoumane, Dr Papa Abdoulaye Seck se rendra dans le Saloum à Kaolack, toujours dans le cadre de suivi de la campagne agricole 2016-2017. À Dakar, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement entame la lutte contre les branchements clandestins dans les canaux d'évacuation d'eau pluviale. Le ministre Mansour Faye était en visite dans la banlieue et dans certaines zones de Dakar pour voir l'état d'avancement des travaux de désensablement et de désherbage des canaux initiés par l'ONAS. Ramilou Diop. Cette opération de défrissage des roseaux se déroule dans le bassin de Bagdad, à Guédiawaye. Avant l'arrivée de l'hivernage, l'Office national de l'assainissement du Sénégal veut que ces ouvrages soient fonctionnels. C'est le bassin de stockage des eaux pluviales. C'est le bassin qui permet de concentrer les eaux, éviter qu'ils n'aillent dans des zones où ils peuvent créer des dégâts. Ensuite, à part de ces zones de concentration, on les pompe vers les exutoires. À Dakar, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité la station de la zone de captage, le canal 6 et le canal 4. Toutes ces infrastructures de retenue et d'acheminement des eaux pluviales sont concernées par ces opérations. Je dirais même depuis le mois d'avril, l'ONAS est en train de préparer les ouvrages de drainage d'eau pluviale. Donc pour les types d'ouvrages concernés, il y a d'abord les bassins. Le ministre en a visité 2 aujourd'hui, le bassin de Pékin Talibou-Bès, zone de captage. Il y a ici les stations de pompage, que nous allons faire l'entretien de toutes les stations par le curage, l'entretien des équipements électromécaniques et la mise en place du personnel. Et aussi tout le réseau de drainage des eaux pluviales. On parle aussi bien du réseau primaire, tel que les canaux que nous venons de visiter, mais aussi du réseau secondaire. Et ces travaux aussi concernent tout le territoire national. C'est vrai que le ministre a aujourd'hui visité. La visite sur le terrain a permis aux autorités de constater des branchements clandestins et des constructions anarchiques le long des canaux d'évacuation. C'est des travaux quand même d'envergure qui ne sont peut-être pas, qui n'étaient pas réalisés l'année dernière, mais cette année, le président de la République a pris des dispositions en nous instruisant donc, pour terminer ces travaux. Donc de nettoyage, donc de désherbage, de désensablement, donc des canaux donc de drainage d'eau pluviale. Nous avons constaté aussi que bon, il y a quand même au niveau de certains canaux des branchements clandestins. Nous allons prendre des dispositions pour tamponner tous ces branchements-là, puisque c'est des canaux qui sont réservés donc au drainage des eaux pluviales et non des eaux usées. Surtout au niveau des quartiers où il y a le réseau d'eau usée. Donc il n'est pas normal que des populations effectivement se mettent à se brancher nuitamment pour déverser des eaux usées au niveau de ces canaux-là. Donc nous allons prendre des dispositions avec les autorités administratives, avec les autorités communales, pour quand même tamponner en tout cas l'ensemble de ces conduits-là, les boucher, faire en sorte que maintenant ce canal-là puisse jouer le rôle qui est le sien. Pour mieux assurer l'assainissement des quartiers et des ouvrages, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a offert aux communes de Fass Gueule Tapée, Colobane et Fann-Point E Amitié des brouettes, des pelles et des râteaux.
Sénégal, États-Unis, plus de 69 milliards de francs CFA d'aide au développement ont été accordés à notre pays en 2015 à travers l'USAID. Ces fonds ont permis de réaliser des performances dans plusieurs secteurs clés tels que celui de la santé. Les défis sont encore là pour l'atteinte des objectifs communs et ceux relatifs au PSE. Ce matin, s'est tenue la revue annuelle conjointe du programme de coopération. La synthèse de Fantabachi. Éducation, santé, croissance économique, démocratie et bonne gouvernance constituent les principaux axes de la coopération entre l'USAID et le gouvernement du Sénégal. Au cours de l'année 2015, plus de 68 milliards du Fonds américain ont permis d'enregistrer des performances remarquables dans ces secteurs stratégiques. Dans le secteur de l'éducation, le concours financier de l'USAID a permis au gouvernement du Sénégal de construire 18 collèges de proximité. Des progrès considérables ont été notés dans le renforcement des systèmes de santé, de l'amélioration des services de santé. Votre agence se concentre également sur la promotion de la gouvernance, de la démocratie et de la paix en Casamance. Dans le secteur agricole, le Sénégal est sur le point d'atteindre l'autosuffisance en riz. En étroite collaboration avec le ministère de la Pêche, les programmes de USAID ont aidé à préserver les ressources halieutiques du Sénégal grâce à la gestion communautaire de 600 000 hectares de ressources marines et côtières. Considérant les niveaux d'exécution de ces programmes satisfaisants, l'USAID invite cependant le gouvernement à engager certaines réformes. Réformes améliorant l'investissement privé, notamment dans le secteur agricole, en facilitant les procédures d'obtention de prêts aux producteurs locaux et en favorisant l'accès élargi à la propriété foncière aux femmes. L'un des moyens importants d'encourager l'investissement privé dans l'agriculture est d'augmenter les prêts agricoles et incitant les banques à prendre davantage de risques tout en réduisant les distorsions du marché financier. Au titre du programme de croissance économique, sa mise en œuvre basée sur l'approche innovante, chaîne de valeur inclusive, a valu au Sénégal plusieurs résultats satisfaisants, notamment le soutien de 30 173 petites et moyennes entreprises, incluant des producteurs pour accéder au financement agricole, l'octroi de prêts d'un montant de 66 millions de dollars, soit environ 33 milliards aux agriculteurs. Enfin, l'accès de 23 038 000 personnes aux infrastructures d'assainissement. D'autres défis restent à relever. Il s'agit de l'accélération de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Le partenaire américain voit en ce programme des opportunités de développement local pouvant stimuler la croissance économique. Le programme bilatéral entre l'USAID et le gouvernement du Sénégal a débuté en 1961. Il s'est intensifié au fil des années et a atteint un montant cumul de 1160 milliards de francs CFA. Sur la période de 2010 à 2015, le montant des engagements était d'environ 357 milliards de francs CFA. Dans le même temps, l'USAID lance le projet Sincère au Sénégal. Cette nouvelle initiative met l'accent sur l'information climatique et devrait aider à accroître la résilience et la productivité dans certaines localités. Yana Badja. Soutenir les efforts du Sénégal pour atténuer les conséquences néfastes du climat sur son économie, c'est le but du projet Sincère de l'USAID. Il s'agit de partage de connaissances et d'outils dans le domaine climatique. Le climat continue à s'éloigner des configurations historiquement observées. La gestion du risque grâce aux prévisions météorologiques sera essentielle car elle permettra aux autorités nationales et locales, aux conseillers agricoles, aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs de mettre en place des stratégies éclairées. À travers plusieurs projets, l'USAID soutient le développement de services d'information sur le climat. L'accès aux informations météorologiques aide à stimuler et à accroître le secteur agricole et celui de la pêche. Le projet vise à améliorer la résilience des populations. À l'heure du changement climatique, l'ANACIM va continuer à développer des services qu'il conviendra de mettre à la disposition du plus grand nombre d'usagers sur la lancée du programme Changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire et du projet Gestion concertée pour une pêche durable au Sénégal, appelé Comfish Pencho Gauge, qui a également bénéficié du soutien financier
de l'USAID. Kaffrine, phase pilote du projet, a enregistré des résultats satisfaisants. Le projet sincère de l'USAID va s'étendre à d'autres localités du Sénégal. Ce matin, ce sont près de 90 agents de la présidence de la République qui ont été décorés dans les différents ordres nationaux. Ces récipiendaires ont été choisis pour leur grande qualité positive de dévouement, de loyauté et de patriotisme qu'ils incarnent quotidiennement dans l'exercice de leurs fonctions, et tout cela au service du développement du Sénégal. Le reportage de Amadou Aramcham. Des colliers attachés autour du cou et des insignes accrochés sur les poitrines, de belles médailles arborées avec fierté par les récipiendaires et qui témoignent de la reconnaissance de la plus haute autorité du pays. Des serviteurs de la République honorés pour leur engagement et leur patriotisme. Il s'agit de récompenser dans nos plus hautes distinctions nationales des serviteurs de l'État méritants qui participent efficacement au fonctionnement harmonieux des services de la présidence de la République. C'est l'occasion pour moi de féliciter les heureux récipiendaires. Pour développer une nation, il faut du talent, du génie aussi, mais surtout une conscience citoyenne. Ceux-là qui méritent de la nation trouve en cette cérémonie solennelle l'exaltation d'une loyauté. Pour moi, vous imaginez bien que c'est un grand honneur que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, puisse m'honorer de cette manière et au cours d'une cérémonie aussi importante. Donc j'en profite pour lui dire encore une fois merci. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'arborer cette décoration qui a été inscrit dans les ordres. Je remercie d'abord le chef de l'État, chef suprême des armées, le secrétaire général de la présidence de la République qui a bien voulu m'inscrire dans les ordres. Des valeurs positives de dévouement et de civisme honorées par le président de la République pour inspirer d'autres hommes et d'autres femmes à se surpasser pour le développement de leur pays. Je remercie le bon Dieu et prie sur son prophète, paix et salut sur lui. Je remercie aussi mes deux épouses. Toute ma reconnaissance au président de la République. Il n'y a pas plus grande fierté pour un travailleur que la reconnaissance de ses efforts par la plus haute autorité du pays, qui l'honore par une décoration dans une cérémonie aussi solennelle. Cette médaille revient à la RTS, qui m'a tout appris et qui m'a tout donné. Tout ce que je peux dire aux collègues, c'est redoubler d'efforts, de tout faire pour mettre de la qualité dans ce qu'ils font, le travail, dans leur comportement et aussi d'être exemplaires parmi tous. L'ampleur de la tâche pour atteindre l'émergence et l'attente des populations impose une démarche de qualité dans la façon de rendre le service public. Entrer dans la cour des prestigieux ordres nationaux, c'est surtout porter en permanence les grandes valeurs qui les entourent. 30 000 têtes, ce sont les besoins de la région de Ziguinchor pour permettre à chaque famille de disposer d'un mouton le jour de la Tabaski. Un comité régional s'est tenu à ce sujet afin de prendre toutes les dispositions pour une bonne opération Tabaski. Salut Sec. Cette rencontre est d'une importance capitale pour la région. Elle marque le début des préparatifs de la Tabaski. Autour du gouverneur, les chefs de service concernés pour l'opération. Durant 3 tours d'horloge, les participants ont fait le bilan de l'opération 2015. À l'issue de ces échanges, des recommandations ont été prises pour l'édition 2016. Il s'agit d'abord de retenir les différents sites, donc les sites officiels de vente de moutons qui ont été identifiés. Et après les avoir identifiés, évidemment, de demander à nos services techniques de mettre en condition ces sites. Mettre en condition ces sites, c'est assurer la sécurité au niveau de ces sites, c'est électrifier les sites, c'est assurer l'approvisionnement en eau au niveau de ces sites
C'est également en relation avec le service d'hygiène et les différentes collectivités locales de nettoyer les sites, de procéder à une opération de saupoudrage pour éviter évidemment un certain nombre de difficultés. Également, des mesures sécuritaires sont prises au cours de cette rencontre. Objectif, faciliter l'accès au marché de Ziguinchor aux opérateurs. Ziguinchor est une région assez particulière et l'on se doit de prendre toutes les dispositions pour que ceux-là qui acheminent leurs moutons vers Ziguinchor ne soient pas inquiétés. Par rapport à cela, les orientations étaient données à l'armée, à la gendarmerie et à la police. À Ziguinchor, les besoins en moutons sont estimés à près de 30 000 têtes, une demande supérieure à l'offre. Pour combler le gap, une délégation va se rendre dans les autres localités pour convaincre les opérateurs. Il y a une tournée de prospection que je vais réaliser en direction de mes collègues de Tambacounda afin de pouvoir discuter avec les collègues et aussi également discuter avec les éleveurs pour que la destination de Ziguinchor soit attractive. Parce que nous avons des arguments pour convaincre les promoteurs qui nous viennent d'ailleurs de venir à Ziguinchor parce que ici les conditions quand même sont réunies. Il y a l'attractivité et puis souvent nous avons très peu de ventes. Pour coordonner tout ce travail, un comité de suivi sera mis en place. Des innovations qui sont magnifiées par les opérateurs et les éleveurs de la région de Ziguinchor. Direction Merkilane, entre Kaolack et Kaffrine, il y a l'un des plus grands marchés à bétail de la sous-région ouest-africaine. Chaque dimanche, des milliers de bêtes transitent par le marché. Donc, viennent pour vendre, d'autres viennent naturellement acheter. L'infrastructure est construite récemment afin de moderniser le secteur de l'élevage dans cette partie du Sénégal. Focus avec Claire Diop. Marché à bétail de Merkilane dans la région de Kaffrine. Sur 3 hectares aménagés, des vaches, des moutons, des chèvres venant de divers horizons. Aux premières heures de la matinée, des convois de charrettes, camions et autres moyens de transport. Ici, les animaux ne sont pas seulement des bagages, mais des clients à part entière. À l'intérieur, acquéreurs et vendeurs se livrent à des marchandages ça et là. Normal, nous sommes dimanche, jour de Louma à Merkilane. On peut avoir à peu près au niveau des petits ruminants, des milliers de petits ruminants. Au niveau des bovins, on peut avoir près de 300 à 400 bovins. Mais pendant la période de ruche pendant la tabaski, c'est un forêt qui peut habiter près de 40 000 petits ruminants, aux périodes en tout cas de pointe. Le forail de Merkilane a coûté 105 millions de nos francs. L'infrastructure moderne est réalisée par l'État du Sénégal sur financement de l'UEMOA. Elle comporte un bloc administratif de compartiments dédiés aux bovins et petits ruminants, de quais d'embarquement et de débarquement du cheptel, un magasin d'aliments, un logement, des sanitaires et autres aménagements structurants pour chaque tête enregistrée. Les acteurs procèdent à un contrôle sanitaire strict. Il y a des vétérinaires qui contrôlent les animaux pour donner leur avis que les animaux sont en bonne santé. Et donc, dès leur arrivée au niveau du forêt de Merkilane aussi, nous les réceptionnons en prenant le document sanitaire, en prenant le nombre d'animaux contenus dans le camion. Le jeu en vaut la chandelle. Le marché pèse plusieurs millions de nos francs. Le bétail est généralement acheté pour l'abattage, l'embouche bovine ou simplement par des revendeurs. Il m'arrive d'acheter 30 voire 40 têtes de moutons et chèvres pour amener à Dakar. Cependant, ces temps, c'est très cher. Ici, des Gambiens s'approvisionnent. Cela explique la situation. Le transport est aussi cher. Nous allons jusqu'à Dakar et parfois il n'y a pas de bénéfice parce que la dépense est trop élevée. Beaucoup de camions débarquent les vaches ici, mais les troupeaux qui marchent sont plus nombreux. Ils viennent de Ndjoumguent, Dara Djolof, Dingira et Koungheul. Tout Sine Saloum amène les troupeaux ici, même le Djolof. Même si le forail de Merkilane n'est pas encore électrifié, des dispositions sont prises pour la sécurisation des lieux. Le premier acte de sécurisation, c'est d'avoir mis le forail en mettant un mur de clôture. Ça a donc réduit en tout cas les tentatives de vol. Et aussi il y a
les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie qui nous aident. Le foirail de Birkelane est central du point de vue approvisionnement, notamment en moutons de Tabaski. Il alimente Kaolack, Kaffrine, Ziguinchor, Dakar, Kolda, Sédhiou et au-delà certains pays de la sous-région. La construction est d'une grande valeur pour le secteur porteur de l'élevage et l'État le veut de plus en plus moderne pour répondre aux aspirations de l'heure. C'est le plus grand marché à bestiaux de Dakar. Il est dédié à la commercialisation des bovins. Quotidiennement, ce sont plus de 300 bovins qui font l'objet de marchandage. Un marché d'animaux sur pied où l'abattage est interdit. Ce soir, coup de projecteur sur le foirail de Diamaguène. C'est un reportage d'Armando Aramcham. Des bêtes à perte de vue, une course-poursuite effrénée. Le foirail de Diamaguène, un haut lieu dédié exclusivement au commerce de bovins. En cette période, chaque jour, nous dénombrons l'arrivée de 10 camions contenant chacun 35 bœufs. Grosso modo, nous pouvons, par un bref calcul, dire que quotidiennement, 350 bœufs venus de divers horizons sont descendus ici et font l'objet de commerce. Une activité qui ne semble jamais s'arrêter. Entre marchandage, accords et règlements de prix, les gros fournisseurs dévisent tranquillement sous la tente. Pour leur ravitaillement en viande, certains travailleurs s'associent pour l'achat d'un bœuf. Nous avons acheté un bœuf à 290 000 francs CFA, mais c'est normal car c'est un animal dont la catégorie est entre le veau et un bœuf majeur. Parce que maintenant lañ may woowee ne ma nag bu fi indi yàpp bu dëgër. Pour moi, c'est un prix raisonnable, surtout que madame m'a intimé l'ordre de ne pas amener à la maison une viande dont la cuisson sera difficile. Le foirail a pour mission principale l'achat et la vente de bovins sur pied. L'abattage et la transformation étant du ressort des abattoirs. De 200 000 francs CFA pour ce petit veau, le prix peut atteindre 800 000 francs CFA selon la taille et le poids de l'animal. Grâce à un compte bancaire crédité de 47 millions CFA, les éleveurs du département de Pikine parviennent à gérer la question centrale de l'aliment de bétail. C'est ainsi que je suis allé négocier avec les autorités de l'usine NMA Sanders. Négocier une réduction de 7% sur le prix de vente de l'aliment. Si ça aboutit, le sac nous reviendrait donc à 6 510 l'unité. Véritable incubateur contre le chômage, beaucoup d'activités se sont développées ici autour du bétail. Ils sont des centaines de gens en activité qui gagnent leur vie dans le foirail. Les prix de vente du sac de foin varient en fonction des coûts de revient. Présentement, ils oscillent entre 3 800, 3 700 et 3 600 francs CFA le sac. Pour le transport du foin, il n'y a pas de prix fixe. J'ai transporté de Vélingara à Dakar 400 sacs pour 500 francs l'unité. Le calcul se fait de lui-même. En plus des vendeurs de bétail, il y a aussi les intermédiaires et les bouchers qui, après marquage de leurs bœufs, les acheminent à la Sogas, une affaire des chauffeurs de camions. Moi, je ne m'occupe pas du prix du transport. C'est le propriétaire du camion qui s'en charge. Mon rôle se limite simplement à conduire les bœufs. Face aux problèmes d'hygiène, à la poussière et au bruit, il ne manque pas de friction dans le voisinage. Même si l'insécurité y est en phase d'être maîtrisée, le foirail, pour les milliers de personnes qu'il fait vivre, mérite une amélioration de ses conditions d'existence et de travail. Et c'est de l'économie réelle dans le cadre du programme de l'initiative AB de la coopération japonaise. 18 jeunes Sénégalais sont bénéficiaires d'une bourse de formation en business au Japon pour une durée de 2 ans. La cérémonie de départ de la promotion 2016 s'est tenue ce matin. Voici le reportage d'Aminata Benfala.
Ils sont au total 18 bénéficiaires de la bourse de l'initiative AB, African Business Education de la coopération japonaise. Durant 2 ans, ces jeunes vont suivre une formation en business dans différentes universités japonaises. C'est un programme qui a été décidé par notre Premier ministre Shinzo Abe lors de la conférence de TICAD en 2015. Et là, il a été décidé d'inviter 1000 jeunes Africains au Japon pendant le courant de 3 ans. Mais surtout pour que c'est dans le programme de Masters pour le business. Ce programme de formation va permettre à ces bénéficiaires d'acquérir ce qu'on appelle le sens des affaires et les attentes sont nombreuses. Au retour, Inch'Allah, on espère que ce cursus aura développé nos compétences, aura consolidé les acquis qu'on avait ici, qu'on a amené là-bas, développera encore plus notre esprit créatif et fera de nous vraiment de véritables leaders qui pourront eux aussi contribuer à l'émergence de notre pays, le Sénégal, mais également du continent africain. Je pense que aussi c'est une réponse du peuple japonais à l'appel du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans son programme Le Plan Sénégal émergent, où le développement des ressources humaines occupe une place très importante. Miser sur des ressources humaines de qualité pour un Sénégal émergent, la JICA accompagne notre pays dans cette dynamique à travers l'initiative AB. Les 18 bénéficiaires de la bourse vont partir dans 1 mois au Japon. La direction des collectivités locales du Sénégal et des élus locaux ont présenté 18 projets lors de leur séjour à Paris. Tous ces projets ont été passés en revue. Hamidou Diop. Premier pays en Afrique subsaharienne dans la mobilisation des acteurs de la coopération décentralisée, le Sénégal et la France développent un outil financier important, à savoir le fonds conjoint d'un montant de 600 millions d'euros. Le comité de sélection des projets a été l'occasion pour les 2 parties de magnifier les tendances lourdes de la coopération. On a donc accepté et financé plus que l'année dernière et la qualité est vraiment au rendez-vous. On note davantage de préoccupations au suivi, à l'évaluation des projets, davantage de réciprocité et d'échange, de préparation conjointe. Ce sont vraiment des bons projets qui vont dans le sens des priorités conjointes du Sénégal et de la France. Les élus locaux ont adhéré à la démarche qui participe à un cofinancement durable des actions de la coopération décentralisée. Nous sommes rassurés et dire à nos partenaires français que le Sénégal est disponible à travers les collectivités locales, les maires, les communes et les départements, porter mieux que par le passé cette coopération décentralisée. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. La preuve aujourd'hui, la France et le Sénégal ont cofinancé des projets très importants. La partie sénégalaise a déjà mobilisé les ressources de la contrepartie des collectivités sénégalaises au titre de l'exercice 2016. Dans une perspective triennale, une recommandation pratique a été formulée pour une meilleure appropriation du contenu du dispositif du fonds conjoint. Et nous avons surtout noté que le comité a travaillé en toute objectivité sur plusieurs projets. Cela montre que les élus ont eu un engagement et un engouement très fort et nous avons insisté auprès de ces élus locaux pour que la communication soit renforcée autour de ce dispositif. Ils ont pris l'engagement ici de mobiliser leurs pairs et le ministère va accompagner ce processus en relation bien entendu avec la délégation générale. La relation de travail à travers le fonds conjoint est bâtie sur un dialogue positif volontariste devant guider le choix des investissements sectoriels prioritaires en fonction des thématiques et de l'équité territoriale. Dans l'actualité internationale, les combats au Sud-Soudan, plus de 36 000 personnes ont fui les violences. Alors qu'en Italie, une collision entre 2 trains a fait 20 morts. Aux États-Unis, Bernie Sanders a officialisé son soutien à Hillary Clinton. Et puis au Mali, des affrontements entre forces de sécurité et des manifestants ont fait 2 morts, cher Traoré.
Un rassemblement interdit vire à l'affrontement à Gao. Les forces de sécurité ont violemment dispersé une mobilisation des jeunes à l'appel de plusieurs organisations de la société civile. Le service des urgences de l'hôpital de Gao, repris par RFI, fait état de 2 morts et 17 blessés, dont 2 dans un état grave. Ces jeunes manifestent contre l'installation des autorités intérimaires issues des accords d'Alger qui doivent démarrer ce mois-ci. Djouba, théâtre de violents combats depuis 4 jours. Selon l'ONU, les affrontements entre partisans du président Salva Kiir et du vice-président Riek Machar auraient fait quelques 300 morts. Plus de 36 000 personnes ont dû fuir la capitale du Sud-Soudan pour trouver refuge dans les sites de protection des civils de la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. La situation humanitaire est grave et les besoins immenses selon l'ONU. Au moins 20 morts et plusieurs dizaines de blessés, c'est le bilan provisoire de la collision entre 2 trains dans le sud de l'Italie. Les 2 trains transportaient essentiellement des étudiants de l'université de Bari et des travailleurs locaux. L'accident a eu lieu dans la région des Pouilles, entre les villes de Corato et Andria. Face à la violence du choc, les autorités locales ont lancé un appel aux donneurs de sang. Tous les médecins et infirmières au repos sont rappelés pour secourir les blessés. C'est maintenant officiel. Bernie Sanders va soutenir la candidature d'Hillary Clinton à la présidentielle américaine. Le sénateur du Vermont a reconnu mardi sa défaite dans la course à l'investiture du Parti démocrate. Je soutiens Hillary Clinton, a-t-il annoncé lors d'un meeting commun. Une première depuis qu'ils ont annoncé leur intention de se présenter à la primaire démocrate. Vous les avez sans doute chez vous ou dans vos bureaux. Ce soir, la rubrique Au cœur de nos cultures nous amène à la découverte des masques traditionnels africains. Loin d'être de simples objets d'art, ils sont empreints de spiritualité et représentent bien des symboles dans la plupart des ethnies d'Afrique. Les masques africains ont plusieurs fonctions selon les circonstances de la vie. D'ailleurs, nous en parle. Un masque, un divertissement, derrière, tout un symbole. Nous sommes au cœur d'une cérémonie védique. À cette occasion, les initiés apprennent des secrets transmis à partir de ces masques. Autre lieu, le musée Théodore Monod de l'Institut fondamental d'Afrique noire. À travers les explications de ce guide, on comprend les croyances et la sociologie associées à ce masque guinéen. C'est un masque de rituel agricole. Quand on parle de l'agriculture, on a besoin de l'eau. Et ici, on a les dents du crocodile. Et le crocodile est un animal qui vit dans l'eau. C'est pour faire appeler l'eau. Mais sur ce masque aussi, il y a des yeux et un nez. Les yeux et le nez symbolisent le cultivateur. Ici aussi, il y a les tresses de la femme. Et les tresses, symbole de maternité s'il s'agit de la femme. Mais ici, il s'agit de l'agriculture, symbole de fertilité. Sur le masque aussi, ici, on a la queue du caméléon qui est enroulée ici. Et vous savez, le caméléon est un animal qui n'est pas du tout rapide, symbole de la patience. Parce qu'en matière d'agriculture, il faut avoir de la patience. Et sur les ailes, il y a les cornes de l'antelope. Et vous savez, l'antelope est un animal qui est très rapide, symbole de la rapidité. Parce qu'aussitôt que l'eau du pluie tombe, il faut se mettre au travail. Jadis, les masques étaient donc présents dans toutes les circonstances de la vie. En Afrique subsaharienne, il n'est pas seulement considéré comme un déguisement. Tout un ensemble lié aux parures, aux vêtements, permettent de saisir ces différentes fonctions. Il y a des masques que l'on porte en temps de guerre, d'autres que l'on porte pour des funérailles, surtout dans les sociétés en Côte d'Ivoire, qui accompagnent le défunt jusque dans sa tombe en chantant ses louanges. D'autres masques sont des masques d'initiés que l'on porte tout simplement lors de rites entre sociétés secrètes. Il y a également des masques qui sont des masques griots, des masques mendiants. Il y a également des masques dont la symbolique est liée au semail. Par exemple, les masques Chiwara, des Bambara, que l'on porte sur la tête, sous forme de coiffe, de vannerie, par exemple, sont utilisés ou représentent l'ancêtre qui a su dominer la force de travail de la terre. Une certaine spiritualité s'appréhende donc à travers l'utilisation de ces masques. Du mystère, il y en a, comme l'indique d'ailleurs
ce masque mandingue ou jola, le kumpo, très respecté en Casamance. Le kumpo, c'est dans le saucé. C'est-à-dire ils ont fait tout pour savoir ce qui est là-dedans. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit kumpo, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Cérémonie d'initiation en milieu Bassari. À cette occasion, les masques sortent. Pour les Bassari, ce ne sont pas seulement des hommes déguisés. Ils symbolisent des ancêtres qui veillent sur le peuple. Le masque joue le rôle d'intermédiaire entre les morts et les vivants. Le masque est un ensemble porté par un danseur à travers lequel un dieu serait